Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un gros break allemand assez peu connu, qui a un design de folie. C'est peut-être le plus GM des breaks allemands. On parle bien sûr de l'Opel Insignia OPC. C'est parti. On retrouve Adrien, salut. Salut. Ça va? Là, il fait froid. Ouais, il fait froid, Mais... c'est presque début juin pourtant, mais bon, c'est bien. Ça y est, un peu de soleil. Ils nous feront pas chier avec les nappes phréatiques au moins. Alors, présente-nous ta voiture. Toute autre ambiance par rapport à la coupé GT, c'est une Opel Insignia OPC de 2012, donc avec à peu près 100 000 km. Donc c'est un V6 turbo de 2,8 litres avec 325 chevaux, donc la plus grosse motorisation d'Opel. Ils n'ont jamais fait beaucoup mieux à part la Lotus, la Lotus Omega, ouais. voilà, Ouais. rarissime. Rarissime, ouais, voiture qui aujourd'hui, je pense que même un rein ne suffit pas à se la payer. Donc, Je pense que je ne suis pas allé voir la cote actuelle, mais ça fait mal, ça doit faire peur. ça fait un peu peur. Alors pourquoi tu as voulu cette voiture? En fait, juste avant ça, j'avais une 208 classique, finition allure 1,6 litre Atmo, et je cherchais un truc un peu plus qui soit à la fois sportif et fonctionnel. Ouais. Et je voulais pouvoir mettre plein d'affaires dans le coffre, un vélo, pouvoir partir avec tout le confort possible, tout en ayant quand même des bonnes perfs et que ce soit un peu slipper. Donc ouais. que de l'extérieur, en fait, on se rende pas compte et finalement ça marche, puisque en fait personne ne se retourne dessus. C'est ça, un peu déçu, mais en même temps ça fait l'effet que je cherchais. C'est l'esprit de la voiture en même temps. Voilà, d'accord. Finalement on retrouve pas beaucoup d'indices. Ouais. Voilà, si tu vas. On va faire un peu le tour. Mais effectivement, il n'y a pas beaucoup d'indices. Parle-nous un petit peu des specs du coup, puis on va faire un peu le tour extérieur. Donc en termes de qu'est-ce qui pourrait trahir ce moteur? Sur la calandre avant, on retrouve les comme ça, les dents de tigre. Ouais, ce qu'ils appellent dents de tigre chez Opel. Ouais. Donc pour la prise d'air. Et puis après, on a les petites écopes qui sont malheureusement factices. Ouais, mais bon, c'est pour le style qui pourrait d'ailleurs être fonctionnel, hein, ça pourrait servir à... ça donne envie de les enlever. Alors refroidir quoi, j'en sais rien, le pneu, mais... mais très beau design aussi. Moi j'adore le design de cette voiture, je vais me mettre un peu plus à la lumière. Là d'ailleurs je viens de faire gaffe aux petits détails, là, la calandre en petit... en 3D, c'est assez joli. Mais regardez-moi le style de cette bagnole, quoi. C'est... Franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Elle est super. On voit les phares Big Xenon directionnels. Avec aussi qui sont adaptatifs. D'accord. Je connais plus le terme, mais... D'accord. Donc tu nous as dit aussi, donc étrier 4 pistons, disque percé ventilé, parce qu'il y a quand même 1,8 tonne à arrêter. 1,8 tonne, c'est ça. 1,8 tonne. La finition Sport Tourer, donc en break. En plus avec la boîte auto, ça rajoute un peu de poids. Donc on est autour des même je crois presque 1,9 tonne. D'accord, quasiment 1,9 tonne. Contrôle technique. Ce qui en soi n'est pas super choquant sur une voiture de ce gabarit-là. Ouais, finalement. En break. Tous les agréments. Ah bah ouais, carrément. Donc c'est vrai que comme tu disais, il n'y a pas grand-chose qui l'a trahi. Hein, sauf un petit détail en 3 lettres. Voilà. Sur le côté droit. Faut bien avoir l'œil. Opel Performance Center, c'est ça. Opel Performance Center. Et puis voilà les deux sorties d'échappement avec les finitions un peu chromées, rossées en trapèze. Ah franchement non, c'est joli, très discret, mais ça va bien hein, au final. Ça va très bien. Puis par rapport à une S4 ou une BM, je dirais peut-être une 330, une 340, ça on sait pas ce que ça fait, on connaît pas. Ouais, moi depuis que je l'ai, donc ça fait 1 an et demi, novembre 2022, j'en ai croisé qu'une seule et c'était même pas en France, c'était en Andorre. Ah ouais. Donc en fait, c'est vraiment inconnu. Et puis franchement, non, ça va super bien. Donc ça, j'ai oublié de préciser, c'est la phase 1. Phase 1, ok. Donc il y a 2-3 petits détails qui changent. Donc elle est de 2012, je crois que c'est à partir de 2014-2015. La phase 2, on retrouve des baguettes chromées à l'arrière, à l'avant. Et après, c'est plutôt dans ordinateur de bord, le tableau de bord qui est un peu simplifié, donc avec beaucoup moins de boutons. D'accord. Et un peu plus d'aide à la conduite. Ok, voilà. Ok. On va passer au moteur, voir un petit peu ce que ce V6 2,8 litres turbo, à quoi ça ressemble. Bon, je pense qu'on verra un cache plastique, mais c'est toujours intéressant. Ouais. Ouverture du capot. Tada! Vérin. Vérin, s'il vous plaît. Quand même. Ludo, essai libre. Si tu regardes un jour cette vidéo, tu verras
qu'on fait référence à ton Saint-Vérin aussi. Et du coup, voilà, je vous ai ça pas fait menti. plaisir. V6 turbo Opel du Blitz. Donc le turbo, pas difficile d'accès. 0,9 bar, ouais, contrairement à 0,6 bar dans la Saab 9.3. Ah oui, et la Vectra aussi. Mais cette voiture, elle partageait surtout à la même époque son moteur avec la Saab 9.3 Aero. Je sais pas si c'était en 4x4 ou pas de mémoire, mais c'est vrai que elle faisait de mémoire 265 chevaux ou 275, je le préciserai. Et surtout 0,6 bar de sural. Bon, en termes d'accessibilité pour l'entretien, est-ce que tu as fait des trucs parce que ça a l'air personnellement, j'ai rien fait, j'ai tout fait faire. Donc par un garage Opel, puis ensuite par un autre qui était finalement tout aussi bien, voire mieux. Il y a le vase d'expansion qui a eu un petit souci, il commençait à suinter, c'était blanc tout autour du bouchon. Là d'ailleurs je vois des traces sur le côté. D'ailleurs ça y est, il n'est pas rassuré du coup. Donc un peu inquiétant. Donc ça c'était un des tout premiers. On n'a rien vu. Tout premier changement. Si j'ai quand même une blague au début sur la batterie. Donc peut-être dans les premières semaines, batterie qui était déjà à plat, donc je pouvais plus la fermer, elle sonnait la nuit sans prévenir. Et puis après, sinon les petits détails moteurs. Pour continuer sur les petits défauts, il y a une petite fuite sur la durite. Je crois que c'est l'échangeur eau-huile. RO du turbo. Enfin, je sais pas exactement. Voilà. Ok, petite pétouille là-dessus. Bon, on creusera un peu plus. C'est surveillé régulièrement et à part des petits suintements. D'accord. Sinon, ça va. Globalement, c'est fiable. Globalement, c'est fiable. V6 en position transversale. En V. On est d'accord. Au niveau de l'accessibilité, moi je regarde un petit peu aussi. Il y a quand même pas mal d'éléments devant. On voit que c'est du GM, c'est bien marqué GM là sur la petite durée. Je sais pas si on la verra à la caméra, mais c'est du GM. Non, après je pense qu'une fois qu'on a viré le cache, etc., on a un peu plus accès. Mais il n'y a quand même pas l'air d'avoir beaucoup d'espace pour faire la distri. Une distri par chaîne ou par courroie là-dessus? Par chaîne. Par chaîne, d'accord. Donc déjà ça enlève un peu de problèmes, même si des fois... Il y en avait quelques-uns de problèmes sur les premiers modèles qui sont sortis en 2008. D'accord. Ça a été surtout sur les tenseurs, les tendeurs. Les tendeurs, tenseurs en anglais, on fait style, on est internationaux un peu, tu vois. C'est ça. Ça a été résolu dans les premiers mois, ça a été rappelé, corrigé. Ok. Non, après voilà, donc il n'y a pas beaucoup de place pour bosser, mais on parle d'un V6 turbo, 4 roues motrices. 4 roues motrices. Donc aussi c'est pas forcément étonnant. Moi j'ai exactement la même config sur ma Jaguar, sauf que c'est un 3 litres Atmo, mais du coup on est pareil, un Jaguar X-Type, donc en transversal et avec la boîte là et puis le renvoi d'arbre après pour aller jusqu'à l'arrière. Donc hyper intéressant. On va faire un tour à l'intérieur un peu pour voir ce que ça donne. Le V6 du coup on a dit donc 325 chevaux et 435 Nm. Il y en a déjà 400 à peu près à 2000 tours. Ah ouais, donc c'est dispo. Sinon on retrouve le max autour de 5000. D'accord. Donc le max, ok. On verra. Alors 6 petites questions avant de passer dedans. Est-ce que tu sais si ce V6 il se modifie un peu? Est-ce qu'on peut en tirer un peu plus avec une petite carto, etc. Comme on est sur un moteur suralimenté? Est-ce que les externes, tout ce qui est châssis, etc., je pense à la boîte, je pense au cardan, est-ce que ça prend un peu plus pour ceux qui auront envie de faire de la modif ou tu sais pas? Alors c'est vrai que j'ai pas trop exploré la piste. Je voudrais pas dire de bêtises. En tout cas, je me suis renseigné un petit peu pour la convertir à l'éthanol. Du coup pas avec un boîtier mais avec une reprog. Et finalement je l'ai pas fait. Pas forcément confiance, je voulais d'abord commencer avec les sensations originales de la voiture avant de faire une quelconque modif. Et donc voilà, pour l'instant je suis resté tout d'origine, je l'ai acheté d'origine. Aucune modification, pas d'éléments. Voilà, c'est ça, c'est vraiment d'origine. Alors moi j'avais lu que du coup on pouvait, avec un stage en éthanol, de mémoire, on peut aller chercher 360 chevaux. Il me semble que la limite c'est 400 chevaux. Et c'est une limite qu'Opel a voulu franchir eux-mêmes. Ils avaient pour projet à un moment de faire une Insignia OPC à 400 chevaux. Ils l'ont pas fait pour je sais pas quelle raison. Et il me semble que c'est vraiment la limite de ce bloc, mais surtout aussi des externes qui ne pourront pas forcément prendre plus. Mais ceci dit, 325 chevaux dans une Opel break avec 4 roues motrices, c'est déjà suffisamment rare
passer de 120 chevaux avec la 208 à ça, déjà, il fallait un petit temps d'acclimatation. Ça a dû te faire drôle. Ouais, clairement. C'est ton délit. Et puis, ouais, clairement. Alors après, je me déplace souvent à vélo, donc finalement, je m'en sers surtout le week-end ou pour aller faire les courses. Mais alors, en ville, c'est pas forcément très pratique, parce qu'elle fait pas loin de 5 mètres avec l'attelage, 4 mètres 85, je crois, sur la fiche technique. Et puis assez large aussi, donc pareil, elle dépasse toujours un petit peu quand on cherche à la garer. D'accord. Et puis bon, dans l'ensemble, mais ça reste une caisse d'autoroute. On va faire un tour dedans pour voir. Ouais. Allez, je me permets. Donc déjà, ce qui saute aux yeux, c'est ces magnifiques baquets Recaro. C'est imprimé sur le cuir comme ça, avec les petits rappels là au niveau. Les petites aérations. On a lu là, les petites dents de tigre. C'est ça. Alors c'est des sièges qui sont, j'imagine, chauffants. Qui sont chauffants, électriques et à mémoire. Chauffants, électriques à mémoire. Donc 2 positions. Il y a à peu près, je crois, presque une dizaine de réglages. D'accord. Et tu as même le côté un peu, pour le repose-jambe là. Ouais, c'est ça. Donc l'appui-tête est intégrée. L'appui-tête, donc c'est des baquets. Au niveau du volant, on a le petit rappel OPC bleu ici. Sachant que la couleur OPC, c'est le bleu à la base. Donc c'est bleu électrique. Ouais, c'est pour ça qu'on retrouve un peu ça. OPC d'ailleurs, une des voitures, des caisses qui portait ce badge là, qui est assez connue et que j'adore à titre personnel, c'est le ZAF OPC. Zafira. Ils se sont dit, si on mettait un 4 cylindres turbo de 240 chevaux dans un monospace, je trouve ça bon beau. Slipper aussi. Ah mais ça fait un très bon slipper, hein. Je te le garantis, ça fait un super slipper. Et puis on retrouve le OPC un peu partout sur donc sur les compteurs. Contour, on le retrouve sur l'écran de bord quand il est éteint. Ok. Et puis sur le levier de... Le levier de boîte auto. Alors c'est une boîte auto. Et sur les tapis. Et sur les tapis aussi, sur les seuils de porte. Sur les seuils de porte, voilà, j'en ai compté à peu près 7 à l'intérieur. Si jamais tu oublies, tu te rappelles. C'est ça. Donc pareil, je trouve que pour une Opel, parce que on a certaines images des Opel, très belle finition. On a le petit noir laqué, ça va bien. Il y a plein de choses à voir. Donc franchement, c'est assez cool. Ça, c'est pour l'ouverture du coffre. Exact, qu'on peut ouvrir en 3 quarts, ça m'arrive parfois dans les parkings un peu. Où c'est souterrain un peu bas, de taper le truc. Taper le plafond. Petite finition du coup alu avec le cuir, franchement ça n'a pas bougé. Elle a combien de bornes? Elle en a 106 000. Putain, elle est neuve. Elle est neuve. Je me permets de m'asseoir. Bien sûr. Hop. Donc c'est des sièges d'ailleurs qui ont été certifiés par un organisme AGR. En termes d'ergonomie, on est quasiment au max. Ah ouais, franchement, on est bien. Pour la route, c'est parfait, quoi. Ah ouais, ça donne envie. L'écran, différentes fonctions, un bouton OPC. Énormément de boutons, on s'y perd au début. Ouais. OPC, sport. Bouton magique qu'on n'utilisera pas aujourd'hui. C'est un peu qu'on reconnaît un peu, qu'on devine comment a été utilisée la voiture. Si tu vois que le bouton sport, il est bien usé. Exactement, c'était un des trucs que j'ai remarqué en l'achetant. Donc on a un toit ouvrant, du coup 3 panoramiques. Toit panoramique. Et ouvrant. Quelques fonctions là pour commander l'interface. Je me permets, on a un porte-gobelet, un petit accoudoir. Alors je vais changer de main. Faut appuyer dessus avant de... faut appuyer dessus. Un petit accoudoir central avec différents trucs dedans. Et donc il y a en fait, petit détail, il y a le Bluetooth, mais c'est le Bluetooth un peu première génération. Donc en fait on peut passer des appels avec. Tu peux pas écouter la musique. Par contre on peut pas écouter de musique. Ok. Donc pour le coup j'ai le jack. T'as le jack qui va bien. Voilà. Ok. Bon aux passagers aussi il y a pas mal de place. Franchement. Des rangements un peu partout. Aussi. J'ai découvert des trucs ici. C'est le couteau d'ailleurs du proprio précédent. Il l'a oublié dedans ou il t'a laissé? Je sais pas ce qu'il en faisait. D'accord. Après il y a au-dessus de la tête les petits rangements classiques et en fait on retrouve tous les éléments en noir. Donc en fait c'est full black, piano black. Franchement ça va super bien. Alors si j'en profite un petit peu là, je viens de repérer un petit détail. C'est que, alors je sais pas si ça rendra bien à la caméra, mais le fond de compteur, il y a marqué OPC en fait en filigrane dessus. Exact. Et puis ça ressort bien en fait en activant le mode OPC. D'accord, on le verra peut-être. On le verra sur la route. Voilà, c'est ça. Non, franchement, en tout cas, ça donne envie de prendre la route. On parle quand même d'une voiture d'autobahn, d'une routière. Alors, qu'est-ce que ça donne derrière? Alors, je vais faire exprès de monter au niveau du siège conducteur qui est reculé au maximum. Mais avant, on a donc 5 places, enfin 3 places derrière.
Pareil en cuir, un peu surpiqué comme ça. On a des portes, on a le filtre électrique bien sûr. Toujours un peu de cuir sur toujours un petit peu de cuir, un peu d'alu brossé. Enfin un peu d'alu, c'est pas brossé, c'est poli. De quoi poser sa bouteille. Allez, je grimpe. Hop. Derrière, petite ventile. J'imagine que ça c'est un allume-cigare, donc il y a de quoi charger son téléphone. Et là il y a une première impression que j'ai eue en montant à l'arrière, c'est en fait le volume des sièges conducteurs et passagers qui prennent un peu de la vue, toute la vue, c'est clair, sur les passagers. C'est clair. Mais bon, en soi, imposant. Avec le toit panneau, on n'a pas cette sensation de lumière au-dessus. On n'a pas une sensation d'être étouffé. Je me permets, hop, petit accoudoir central. Voilà, avec même un petit rangement au milieu. Petit rangement. À tout. Alors ça, autant te dire que pense aux enfants. Je m'en sers assez rarement. Ouais, peut-être pas encore, mais si un jour t'as des gosses, petite trappe à ski qui va bien. Et franchement, non, ça va. Comment je me suis à l'arrière? Bah regarde, hop, voilà. Reculer quasiment au maximum, hein, et puis voilà, parce que t'es grand. 1m85. Voilà, 1m85 et là j'ai de l'espace aux jambes. Un peu de place. Franchement, non, on est bien assis, c'est ferme sans être inconfortable, donc non, franchement sympa. Petit détail aussi que je vois, le porte-cintre, hyper intéressant, le porte-cintre ici. Pour les conférences. Carrément, ouais, pour les conférences. Mais c'était vraiment une voiture qui servait à ça. Hein. Il manquerait presque, mais après sur une voiture comme ça, c'est vraiment pinaillé. Ouais, il manquerait presque la petite tablette. Mais alors je sais pas si ce serait beau. Ouais, peut-être que dans le design sur un siège comme ça, baqué. Mais franchement, ça va bien. Ok. Bon bah, en tout cas jusque là, elle fait vachement bien son job de voiture d'autobahn. Le coffre. Alors, je vais vous l'ouvrir. Hop. Électrique, messieurs dames. On est en 2012. Coffre électrique. Voilà. Et là, autant dire qu'on peut mettre vraiment. Là, t'as de la place, Donc, avec un rangement qui fait à peu près toute la longueur du coffre. Ah ouais, c'est pratique ça. À peu près 10 cm de profondeur. Des petites plaques en plus en alu là. Non, t'as vraiment. Peut-être après des rails là. Ouais, ici, tu peux charger des trucs. Peut-être avec des accessoires. Là, je me permets, je sais pas ce que c'est. Hop là. Oh, attends, j'ai fait tomber. Du coup, tu dois avoir. T'as des calculos ici. Hop, je remets. Ah, puis pareil de l'autre côté. Et de l'autre côté, t'as quoi du coup? Ok, ouais, je cache mes papiers. Tu caches les papiers, caches les trucs compromettants. Non, franchement, donc grand coffre. Petit détail aussi, c'est marrant là pour la finition, vraiment avec encore un peu d'alu brossé. Ça va assez bien, hein. Franchement, ça va assez bien. Bon, bah, en tout cas, jusque-là, bon, on l'a mal remis. Oh, Adrien, t'as la cam? Bien sûr. On a tout prévu. T'as tout prévu. Putain, c'est de la bonne, hein. Je pense que c'est de la bonne. Rien comme ça a l'air d'être de la bonne. C'est de la piècerie 3D. Donc c'est quoi? C'était imprimé en ABS là ou comment? Il y a un peu tout matériau. Après c'est peint verni. Donc ça peut être ABS, ASA, donc des matériaux qui résistent aux intempéries et qui sont assez rigides. Puis après des taux de plastique, ABS, de polyuréthane, donc un peu souple. Il y a le PLA. Des résines en tout genre. D'accord. Donc là voilà un beau panel de ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, donc principalement des pièces auto. Ouais. Ça c'est que vous en reconnaîtrez certaines. Bah moi je reconnais pas, mais j'imagine que ça va sur un centre de jantes. C'est une de nos plus belles réussites. Ouais, franchement c'est carrément beau. Hein. Donc c'est centre de roue de Golf 1 GTI. Centre de roue de Golf 1 GTI. Jantes Pirelli. Donc les fameux caches aussi qu'on retrouve sur la coupé GT qui m'a montré, ouais. Donc ça aussi pareil, les accroches pour les pare-soleil. Exact, on retrouve la même chose pour R5. D'accord. C'est quoi là alors là il y a du VV, je vois. Justement, ça c'est la petite création d'Entranig. C'est un shooter sur mesure. Donc, ça fait même des shooters les gars. On met celui-ci un peu mieux réussi. Ouais. Donc en forme de piston. Avec le logo à l'arrière. Excellent. Et les gars, vous n'avez pas d'excuses si vous avez des pièces à refaire. Ça c'est les petits goodies. Vous allez les chercher chez la piècerie 3D. Donc on fait de tout, toutes les matières, enfin au maximum, maximum de plastique. On fait les finitions peinture, vernis. D'accord. Donc pour l'automobile, mais pas que, donc pour les objets du quotidien en général. Du coup, Donc par exemple, on retrouve une bombe de douche. D'accord, bombe de douche. Ok. Voilà des conduits.
L'intrus. Voilà, l'intrus qui est là. La bombe de douche, ça c'est tubulure d'admission de DB. D'accord. Non, c'est pas mal. Puis, voilà, ça peut être des pièces sur mesure, donc comme celle-ci. Donc on peut reproduire des pièces cassées, mais aussi les créer de toutes pièces. Et donc toute marque. D'accord. Bon. Et c'est de la bonne, ça vaut cher ça ou... Et bah tout dépend. Tout dépend, c'est sur devis du coup. De rester raisonnable et voilà, enfin de rendre service avant tout. D'accord. Et puis on fait des devis sur mesure, donc on essaye de chiffrer quelque chose de cohérent qui dépend toujours de la quantité. Voilà, donc ça peut être des professionnels, des particuliers, des entreprises, des clubs. On a un peu tout type de partenariat. Ok. Et ben voilà, s'il y a des clubs, en tout cas des gens qui auraient besoin de pièces en 3D, qui regardent cette vidéo, j'imagine que vous expédiez aussi dans toute la France. C'est ça, ouais. Donc, même au-delà de la France, au-delà des frontières, au-delà de l'Europe, jusqu'au Mexique. Jusqu'au Mexique. On a fait des pièces de Renault, c'était quoi, Renault 12 ? Renault 12. Voilà, donc... Ok. Bon, et bah ça marche. Pas de limite. Et bah pas de limite. Allez chercher vos pièces sur la piècerie 3D, faites vos devis. Et puis ben moi j'ai plus qu'à vous dire, et ben tu peux refermer le coffre, on a vu la cam, c'est bon. On remettra après. Non, franchement, jusque-là, belle copie Opel, hein. Très belle copie. Ça c'est quoi? C'est pour faire c'est pour cacher un petit peu la vue dans le coffre. En cuir aussi, s'il vous plaît. Non, franchement, du cuir partout. On est sur une Opel, je le rappelle. Non, franchement, c'est vraiment super. Et la boule, du coup, pour aller... Qu'est-ce que c'est ça d'ailleurs? Et alors, justement, si tu voulais un détail sur cette voiture, je t'aurais donné ça parce que c'est des feux qui ne s'allument pas. Enfin, en tout cas, j'ai jamais trouvé comment les allumer. J'ai demandé aussi à Opel, mais en fait, comme ils en voient jamais, ils n'ont pas du tout l'expérience. Ils n'ont pas su me dire, ils se sont peut-être pas assez renseignés. De mon côté, pareil, rien trouvé. Je pensais que c'était des feux de détresse, peut-être en sécurité, peut-être la nuit qui s'allumaient automatiquement en warning. Mais j'ai fait les tests et ça donne rien. Ou s'il y en a qui savent dans les commentaires, n'hésitez pas. Vraiment sympa. C'est quoi tes projets dessus un peu pour l'avenir? Projet dessus, c'est vrai que pour l'instant, j'en profite tel quel. Ouais. Petite ligne peut-être un jour J'ai commencé à regarder ça, retirer un silencieux, au moins un. Et en fait, je suis allé voir des vidéos de ceux qui l'avaient déjà fait. Et ça donne pas grand chose de plus en fait. Donc il faudrait vraiment refaire toute la ligne ou enlever beaucoup plus d'éléments pour obtenir quelque chose de plus mélodique. Ouais. Alors du coup, j'en profite. Elle est démarrée. Est-ce que tu nous ferais pas entendre un peu ce V6 un petit peu, ouais. Allez, vas-y. V6 turbo, assez feutré, mais je pense que ça doit être assez sympa à rouler. On va voir. Bon, après, ça va avec l'esprit de la voiture aussi. C'est ça, ouais. Ça va avec l'esprit de la voiture. Ici à l'arrière, il y en a un. C'est le vérin motorisé du coffre, qui en fait, je pense, a une grosse charge puisque il est situé quasiment au point de pivot, donc en fait il y a un gros levier, ça force beaucoup et on retrouve une sorte de pâte très poisseuse là qui dégouline et qui s'accumule ici. D'accord, donc ça et donc théoriquement il commence à grincer un petit peu, il n'y a pas de défaut particulier, le coffre s'ouvre bien. C'est juste que le remplacement, la pièce elle-même coûte 700 € et il y a pas loin de 100-200 € de main d'œuvre. Ah la vache. Pour un vérin, ça fait chier. Pour un vérin, c'est quand même triste. Ouais, carrément. Et puis aussi au niveau du train arrière, y a un défaut que j'ai remarqué dès les premières heures de conduite. En fait, on m'a dit que c'était les électrovannes, donc qui répartissaient la transmission, surtout à froid. En fait, c'est un défaut qui fait un peu vibrer la voiture, les roues arrière qui dérapent un petit peu. Et là, donc en fait, je l'ai emmené à Opel et ils m'ont dit qu'il fallait remplacer tout le pont arrière. Ah oui. Donc c'était à peu près 5000 €. Oui, bah oui. Donc après, on m'avait dit que je pouvais tester de faire appel au SAV d'Opel. Et en l'emmenant, du coup, j'ai abandonné pour l'instant cette idée. Je l'ai emmené ensuite dans un garage lambda. Et en fait, il a observé qu'il y avait une fuite au niveau du pont arrière, justement, un joint qui s'usait un peu plus vite que la moyenne. Et donc avec un peu de perte d'huile. Donc il en restait toujours dans le pont.
Mais donc ça a été changé pour 400 €. D'accord, ouais, donc 400 vs 5000 €. Voilà. Ouais. Donc elle vibre toujours, mais en tout cas il n'y a plus cette fuite qui dans tous les cas devait être réparée. Donc au moins tu es rassuré de ce côté-là. C'est ça. Ok. J'en profite, la légende c'est quelle taille du coup? Tu es en 18? Non, 19. C'est 19 pouces. Il y avait des jantes en 20 pouces, bicolore, noir et blanche. Ah ouais. 19 pouces c'est déjà gros. 19 pouces 245 par 40. D'accord. C'est déjà assez gros comme monte. Et du coup, donc on a parlé un peu de tes projets. Qu'est-ce que tu as comme anecdote avec cette voiture? En dehors du fait que du coup personne ne sait ce que c'est, que les têtes se retournent pas. Et ben ouais, alors si j'avais une anecdote, ça aurait été les phares, les phares dans le coffre, là, cachés dans le coffre. Les phares mystérieux. C'est ça, ouais. À quoi servent-ils? Et puis après, sinon, il y a, qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, l'attelage, j'avais voulu le retirer un moment. Ouais. J'ai jamais réussi et j'ai même fait appel à Opel pour le faire et ils n'ont pas réussi non plus. Donc en fait, c'est combinaison d'une clé et d'une molette. Donc en fait, je le laisse tel quel et apparemment, quand on retire l'attelage, on est censé monter à la place une barre un peu transverse comme ça pour la rigidité et en cas d'accident. D'accord, ok. Bon, c'est intéressant. Moi après j'ai une solution, hein, je peux l'enlever ton attelage en 10 minutes, c'est une disqueuse. Mais qu'une seule fois quoi. Mais qu'une seule, après tu n'auras plus d'emmerde. Un problème d'attelage, tu n'as plus de problème d'attelage après. Non bah sympa, très sympa comme voiture, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la route. Juste la boîte auto, c'est une boîte combien de vitesses? 6 vitesses? Ouais c'est ça, 6 rapports, donc avec mode drive séquentiel, donc pour les passer sur le levier ou alors aux palettes. D'accord. Donc il y a les 3 possibilités. Ok. Eh ben écoute, c'est déjà pas mal. Je te propose qu'on aille faire un tour sur la route et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Premier tour de roue, très bien assis dans ces baquets là. Assez souple sur les aspérités, je trouve. Là t'es en conduite confort. Ouais. Donc en fait, oui, j'ai oublié de préciser, la suspension est pilotée. Donc en fait, en changeant il y a 3 niveaux de conduite. D'accord. Confort, sport et OPC. D'accord. Et à chaque cran supplémentaire, les suspensions sont un peu plus rigides. D'accord. Donc vraiment en OPC, on sent vraiment toutes les aspérités. Alors, en tout cas là, donc là t'es en quoi? Là t'es en normal? Là on est en confort. Ouais. On est en confort, d'accord. Alors je serais curieux peut-être sur le retour de passer en OPC. Juste pour tester une fois. Ouais, juste pour voir. Il y a les suspensions qui sont vraiment fermes alors il y a des petits détails, les compteurs qui s'affichent en rouge. D'accord. Alors je sais pas si on le verra là avec comme on n'est pas de nuit, ouais. Et aussi on est souvent en sur-régime. En sur-régime, d'accord. On entend gueuler le V6 quoi. C'est ça. En tout cas, jusque là, ça va plutôt pas mal du tout. Alors c'est vrai que c'est une voiture, moi là assis comme ça dedans, les vitesses elles passent très tranquillement. J'ai envie de faire de la route avec déjà direct. Ça donne envie de faire de l'autobahn. Donc à noter que cette voiture elle est limitée d'origine à 250 km/h. Et il me semble qu'il y avait une série spéciale qui était peut-être sortie à 270, sachant que si tu fais sauter la bride, à mon avis, tu peux aller chercher les 280 sur autoroute allemande, bien sûr. Clairement, qui aurait l'idée de faire ça en France? On va pas faire sauter le permis. Et encore moins ici. Mais encore moins. Alors là c'est faut avoir des couilles. Le titane, je crois que c'est même plus bon. Là, c'est en platine. Là. Pour faire le buzz, quoi. Ou pour faire le buzz. Une seule fois, ouais. Après, tu te fous au tas, c'est fini. Mais en tout cas, en conduite coulée, ça va. Le volant assez grand, je trouve, mais il tombe bien en main aussi. J'adore toujours la sensation des surpiqûres sous la main. C'est toujours quelque chose que je trouve assez intéressant. Et puis on va aller faire un peu notre tour, voir ce que ça va donner. Hop. Donc là, jusque là, on a l'impression d'être dans une voiture conventionnelle, ouais, c'est ça. Conventionnelle, standard. Ah ouais, ça souffle. Ça souffle bien. Ah ouais, ça souffle bien. Ça souffle bien. C'est vrai que c'est d'autres sensations en plus d'être en passager. Ouais. Ça surprend un peu plus. Ouais, bah ouais. Sinon, t'as vu, ça reste quand même globalement linéaire. Ouais, alors après, j'ai vraiment pas appuyé, enfin pas beaucoup en tout cas. Pas au max. Non, j'étais pas au max. Je la prends en main là déjà sur la petite portion de virage qu'on va faire.
Portion de virage, alternance virage, ligne droite. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette petite portion permet un peu de la prendre en main. Vite de rouler au milieu, toi tu seras gentil, mais en tout cas le moteur, en tout cas ce que je trouve là déjà d'entrée de jeu, c'est qu'il est assez plein. Il est assez plein, on n'a pas aucun moment on a une sensation de se dire putain il me manque un peu de chevaux là. La boîte elle répond comme il faut. Il y a parfois des petits ratés dans la boîte. Ouais, j'ai senti. Ça peut être un peu perfectible. Tu penses que c'est d'origine ou elle mériterait juste une vidange, une carto, enfin une remise en configuration d'usine? Moi j'ai compris que la boîte elle s'usait assez vite en conduite sportive. D'accord. Elle était un peu fragile et ça m'arrive sur des reprises qu'elle rate un peu ses rapports et parfois une fois même le moteur s'est mis en sécurité. Ah merde. Donc je retombais à 100 chevaux peut-être. Donc sur 2 tonnes on n'avance plus quoi. Ouais c'est ça. Voilà, elle doit faire ses 2 tonnes, parce qu'entre toi et moi qui sommes dedans, à mon avis, on doit y être pas loin. Par contre, ça souffle bien. Hein. Ça souffle bien. Le turbo. On entend t'entends la décharge. Ouais. Alors franchement, jusque là, c'est assez intéressant. Tu me diras quand tu voudras tester les. En sortie de ce petit enchaînement de virages là, c'est vrai que la boîte, alors je me rends compte qu'effectivement là on est en confort, elle a tendance à être un petit peu perdue. Est-ce que c'est la voiture est-ce que c'est en général sur les Insignia OPC le cas ou sur cette voiture parce qu'elle mériterait, je sais pas, un peu d'entretien ou qu'elle a un petit truc à vérifier. Mais sinon, effectivement, sur les routes de campagne comme ça, on n'est jamais vraiment au bon régime. J'ai l'impression toujours envie de le faire manuellement. C'est pour ça que généralement je passe aux palettes. Tu passes aux palettes. Plus de sensation de maîtrise. Alors, je sais pas si je le ferais. Alors c'est vrai qu'après la campagne c'est pas son terrain de jeu, on est bien d'accord. Hein. On profite là qu'on roule un peu tranquille sur l'enchaînement de virages. Parlons un peu budget. Combien tu l'as payé? Combien aujourd'hui, si tu devais la revendre, combien ça se vend? Alors je l'ai acheté en novembre 2022 et pour 17 400 €. Ok. Donc après, depuis, j'ai pas eu beaucoup de frais. J'ai fait deux révisions classiques, donc à peu près 1000 €. J'ai acheté des jantes hiver. D'accord. J'ai aussi quand même le vase d'expansion. Donc t'as parlé. Et voilà, je suis pas allé beaucoup plus loin que ça. J'ai fait l'équilibrage parce qu'elle vibrait un petit peu à 130. Et aujourd'hui, j'ai regardé il y a quelques semaines, elle est toujours à peu près au même tarif autour de 18. D'accord. Peut-être pas loin de 1000 €. Avec un peu plus de 100 000 km aujourd'hui. C'est ça, 106 000. Donc moi après, je suis petit rouleur, je fais moins de 5 000 par an. D'accord. Donc, tout le reste à vélo. D'accord. Donc du coup, ça reste quand même un plaisir abordable. Moi, j'étais un peu creusé aussi les annonces en France. En France, ça se trouve effectivement sur cet ordre de prix là. Ça commence assez bas, ça commence à 9 000 € pour une voiture qui a un peu plus de 200 000. Ça monte à 25 000, j'ai vu, pour une voiture qui a 41 000 km. C'est ça, pour la phase 2, généralement, tu rajoutes 2-3 000 €. C'est ça. Et la plupart du marché se situe entre 13 et 17. Donc c'est quand même un plaisir qui est abordable. Alors je vais me permettre, du coup, je peux appuyer sur le bouton. Allez, direct. Sans transition, donc on passe en OPC. Donc là les compteurs s'affichent en rouge. Là les compteurs s'affichent en rouge. Elle nous dit que là, allez, on est énervé. Le moteur est chaud, il est à 90. Et je vais me taire un peu parce qu'on va l'entendre sur cette première accélération en ligne droite. Alors je suis pas surpris dans le sens où c'est un peu ce que je disais sur la M5E60 et sur la S-Type R, c'est la puissance sans violence. C'est-à-dire que le compteur monte vite, mais t'es pas non plus comme avec un bloc Atmo, je pense au V8 américain Atmo où ça te met des grosses clacasses dans la tête. Là t'es quand même assez tranquille. Cycliste. Ouais, mais les cyclistes, tu sais. Alors ça, c'est un VTTiste. C'est un VTTiste.
que pour moi, les cyclistes, tu sauras, c'est bien pour être éclaté sur un capot. Surtout quand ça grille des feux rouges, quand ça roule sur la route alors qu'il y a une piste cyclable. Voilà. C'est pas mes amis. Sur la dernière vidéo. Ça pourrait être moi. Hein. Ça pourrait être toi, c'est vrai. Bon, mais là t'es mon ami. T'as un V6 turbo, ça va. Aujourd'hui, ça se passe bien. Alors en OPC, comment ça se passe un peu? Je vais en profiter pour mettre un petit peu dedans dans les virages pour voir gentiment comment ça se passe. Le freinage, je le trouve... Je m'attendais à quelque chose qui attaque un peu plus. Et ouais, bah alors je te rejoins complètement là-dessus. Même la 208 était bien plus franche sur le freinage. Donc c'est vrai que c'est un peu moelleux quoi. Ouais, c'est très smooth. Je m'attends à avoir une cassure un peu plus nette dans la vitesse et j'ai pas forcément cette sensation. Ouais, on se dit les gros disques, les pistons à l'avant. Alors après c'est fait pour aussi, hein, à mon avis, c'est une voiture, on le rappelle, c'est une voiture d'autoroute, hein, c'est pas une voiture qui est faite pour faire du col, donc ça me choque pas non plus, mais je m'attendais quand même à un truc un peu plus mordant. Mais ça reste quand même efficace, hein, on va pas se mentir. D'ailleurs là-dessus j'ai eu quelques surprises. La voiture peut-être garée en pente au démarrage, j'ai quasiment pas de frein, donc je sais pas si ça personne. Mais donc, je peux appuyer toutes mes forces sur la pédale, la voiture continue d'avancer sur quelques mètres. Donc pareil, j'en ai parlé à Opel et ça leur est pas arrivé dans les mains. D'accord. Bon, Opel ne connaît pas cette voiture. Finalement, c'est ça, j'ai vite abandonné le garage Opel en question. D'accord. Alors c'est vrai que la boîte, là je reviens sur la boîte, c'est vrai qu'elle est un peu perdue. Je vais essayer de voir en sport ce que ça donne. Est-ce qu'on a un équilibre un peu mieux? Je sais pas. On va voir. Souvent que c'est le meilleur compromis sur la OPC. On va voir un peu ce que ça donne. En tout cas, alors c'est sûr qu'on ne l'essaie pas sur autoroute parce que je pense qu'il n'y aurait pas grand chose à dire non plus, si ce n'est qu'elle doit sûrement être vraiment faite pour ça. Mais on la met un peu au défi sur les routes. On la met un peu au défi sur les routes de campagne, mais c'est aussi ce qui permet de voir un peu comment elle réagit, comment elle est suspendue. Elle me fait beaucoup. Alors ce V6, il me fait beaucoup penser à celui de l'Alfa, de la Brera 3 litres 2, où justement ce qui est vachement intéressant, c'est que tu l'entends beaucoup en fait quand tu es dans l'habitacle, pas forcément beaucoup dehors, encore que l'Alfa c'était présent, mais dans l'habitacle et tu te dis putain mais il n'y a vraiment pas de ligne d'origine. Non. À savoir que la ligne d'origine, il me semble que c'est une ligne inox. Ouais, c'est ça. Qui a été travaillé par Irmscher. C'est ça. Et je sais plus qui la produisait, mais c'était un grand nom. C'est Remus qui l'a produit. C'est Remus qui l'a produit. Bon, on va voir au retour du coup un peu ce que ça donne dans cet enchaînement de virages, voir un peu comment se passe la voiture, sans bien sûr aller faire le con, on est bien d'accord. Et puis même ça arrive que ça glisse un petit peu. S'il fait froid avec un peu de pluie. D'accord, pneus froids. Ouais, et puis mais globalement ça se comporte assez bien en fait. Ça surprend pas trop, ça glisse des 4 roues. Ouais. Et en fait il y a des aides justement pour le maintien de la trajectoire en courbe, enfin l'aide au freinage en courbe. C'est très sécu, c'est très sécu. Alors parlons un peu rapidement là, de sa concurrence. Bien sûr cette voiture elle allait chercher, même si c'est un segment au-dessus, parce que Opel c'est quand même un constructeur généraliste, on allait chercher un peu les premiums, clairement la S4 elle est dans le viseur, la S4 peut-être je dirais peut-être la 340i, la 340i de chez BM à l'époque, en X-Drive. Donc on a ces deux voitures là dans le viseur. Sinon derrière moi la concurrente que je lui trouve vraiment toute la même, elles se sont croisées sur le marché, c'est la Passat R36 que je trouve qui pourrait vraiment fitter avec cette voiture en termes de concurrence, même si la Passat est une atmosphérique, mais moi je lui vois vraiment cette concurrence là direct. Et puis même rareté, même effet même rareté, même effet slipper. Alors peut-être après dans un constructeur à la limite entre le constructeur généraliste et le premium, je dirais peut-être l'Alfa 159 3 litres 2 en Q4, mais sinon je vois pas beaucoup de concurrence. On va réécouter un peu ce V6. Je me tente les palettes. Allez. Ah, là ça souffle. À partir de 3005 là ça souffle bien. Hop, on met un peu de frein. Je dois être en seconde là, on va voir à la relance. T'es en
3. Je suis en 3, c'est affiché. Alors tu vois, même en 3, du coup, je suis bien pour la relance. On va pas là. Tu peux t'afficher aussi, il y a des petits compteurs digitaux de pression de turbo, pression d'huile. Ouais, en manuel, ça va bien. C'est quand même sympa, hein, des palettes. C'est une boîte à convertisseur ou c'est une... C'est à convertisseur. C'est à convertisseur. Elle est assez rapide, je trouve, pour une boîte à convertisseur. On n'a pas... Ouais. Moi, j'ai peut-être pas fait assez d'essais routiers pour voir la différence. Alors, ce qui est bien, c'est que là, on est avec une 4 roues. Je reprends à assez bas régime. Et là, je la caresse, comme il dirait Rémi. Je pourrais aller beaucoup plus fort dans le virage. J'ai pas forcément envie de prendre de risques sur une voiture que je connais pas non plus. Mais on sent que voilà... On peut aller plus loin. On peut aller plus loin. T'as un peu de marge. Ouais. On sent que... Et ce qui me fait marrer d'ailleurs, c'est quand tu parles de 208. Moi, la 208 que j'ai essayé sur ce tracé, c'est celle de Rémi qui est sur la chaîne aussi. La GTI BPS avec des disques en 330 devant. Là, on est carrément à l'opposé. C'est-à-dire que tu t'attends pas à ce que ça freine aussi fort. Clairement. Bah, surtout qu'elle fait un peu plus d'une tonne. Ouais, un peu plus d'une tonne pour 208 chevaux. Clairement. Ah ouais. Si, ça. Alors en manuel, je vais essayer OPC, boîte manuelle. J'essaye un peu, hein, j'en profite pour voir ce que ça donne. Je suis au max là, je suis à bloc. T'entends bien le turbo qui siffle. Ouais, je m'attendais vraiment à plus de mordant sur le frein. Est-ce qu'il s'use vite, est-ce qu'il s'épuise vite les freins, ça va? Ouais, enfin en tout cas, visuellement on voit que c'est vite recouvert, les jantes sont vite noircies. En même temps, faut arrêter d'automne. Ouais, c'est ça. Bah après, globalement, j'ai changé juste les plaquettes arrière depuis que je l'ai acheté. Le garagiste m'avait dit que j'étais à 90% d'usure à l'arrière. D'accord. Et 1 an et demi plus tard, j'étais toujours à 90%. Donc c'est surtout peut-être l'avant qui prend. D'accord, ouais, bah l'avant de toute façon... Elle doit un peu motricer, il doit freiner, il doit diriger la voiture. C'est pas super étonnant. Donc ouais, non. En termes de conso, t'es comment avec cette voiture? Eh bien, conso, depuis que je l'ai, j'ai un compteur que j'ai remis à zéro en achat et je suis autour de, il faudra vérifier, mais autour de 11 litres 5. Ah, ça va, c'est honnête. Pour 325 bourrins, V6 turbo, avec 1 tonne 8. Les 4 roues motrices. Ouais, ça va. C'est difficile de faire beaucoup mieux. Ça va. Sur autoroute, on peut peut-être les trajets un peu montagne, extra urbain, on peut descendre autour des 9, 8,5, 9. D'accord. Sur un trajet Turin-Lyon, j'ai fait à peu près du 8,5. Ah, c'est très honnête. Avec une conduite même parfois un peu sportive, donc très raisonnable. Ouais, si, il pousse. Train avant. Alors c'est vrai que j'ai un peu surchargé le train avant là pour voir. On l'a senti au freinage, je sais pas si tu l'as senti toi en tant que passager. On a senti que ça guidonnait un peu. Je pense que le train avant, sur ce type de route, il est très vite. Alors après, je suis pas un pilote, loin de là, mais je pense qu'il est assez vite à la masse. Il y a les essieux multibras qui permettent de garder un peu plus de contact sur la route dans les virages. Alors je reste en seconde pour garder un peu de reprise. Pour garder un peu de reprise dans les virages, même si je pourrais. Et surtout garder un peu de frein moteur, parce que le problème c'est que vu que la voiture est lourde, dans ces virages là, tu vas avoir tendance à aller t'écraser un peu sur l'extérieur. Alors le 4 roues. Ah si, ça fait efficace le 4 roues. Ça va, t'as pas peur? Non, ça va. Je te dirai. Tu me diras quand tu vas tâcher ton siège, mais de toute façon, je suis pas un fou. Je suis pas un fou. J'ai des slips de rechange dans le corps. Parfait. Donc, allez, là on charge bien. Hop, freinage. Ouais, si le freinage il est quand même là. Faut aller un petit peu le chatouiller, mais il est quand même là. Bah écoute, moi j'en profite un peu là, vite fait qu'on retourne un peu sur le spot. Alors, je dirais pas que j'achèterais, parce que c'est pas forcément aujourd'hui ce que je recherche. Si quelqu'un est à la recherche en tout cas d'un slipper, parce que c'est clairement un slipper qui
qui est très rare, avec une ligne. Moi j'adore la ligne de cette voiture, elle est magnifique. Je pense que ça peut être un très très bon compromis à pas très cher encore. Finalement, ouais, pour l'instant. Parce qu'à mon avis cette voiture, je lui prédis dans les 10 ans à venir une reprise de cote parce que justement c'est rare. Et je pense que comme toutes les voitures, parce que je pense pas que l'Insignia OPC se soit très bien vendue, à mon avis c'est une voiture qu'on va redécouvrir dans pas longtemps. Donc pour celui qui voudrait une voiture discrète, puissante, confortable et avec un vrai esprit sleeper et une ligne vraiment à tomber par terre, je pense que c'est le produit parfait pour se dire. J'ai pas trouvé mieux. Ouais, c'est ce que je. Ouais, carrément. Enseigné à discuter souvent avec Antra de ça. Ouais. Et difficile de trouver mieux. Difficile de faire mieux, ouais, carrément. Confort, fonctionnel, parce que finalement, beaucoup de volume dans l'habitacle et dans le coffre. Bon, Adrien, le mot de la fin sur cette voiture, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Comment la définir? Moi je dirais que ça reste du coup le sleeper idéal, ouais. Pour moi en tout cas, carrément. Qui remplit beaucoup de cases. Donc assez fiable, fonctionnel, de la place, du confort, des performances quand on en cherche. Donc pour l'instant, moi je pense la garder, la laisser telle quelle, même si je commence à regarder aussi un peu à côté pour une TVR. Oh, TVR 290S. Monsieur est un connaisseur. S2. Ouais. J'en ai d'ailleurs essayé une, c'était hier matin. Ouais. Donc j'étais sur Paris et j'en ai profité le matin avant d'aller bosser pour faire un essai. Donc par contre voilà, c'est conduite à droite, donc déjà faut s'y faire. Mais pour une tonne avec 170 chevaux, ça fait son effet. Alors voilà, quand on a une, tu m'appelles. Ça marche. On l'essaiera. Pour l'instant, t'as pas fait d'essai de TVR, non, quoi que ce pas soit. Pas encore. Ce sera une première. Donc bah écoute, ouais, je pense qu'elle peut être très complémentaire. C'est vachement sympa en tout cas comme ouverture. C'est ça. Par contre, la faire dormir dehors, ce sera un peu plus compliqué. Ouais, ça va être un peu en plus train de proposer de l'héberger volontiers dans son garage. Je pense qu'à mon avis, ouais. Toi aussi peut-être. Ouais, j'aurais pas la place malheureusement. J'ai un garage, une place et il me sert que pour faire de la mécanique. Donc, mais le jour où j'ai un hangar, il n'y a pas de souci. On se rappelle à ce moment-là. Bon, en tout cas, c'est super cool. Merci en tout cas de m'avoir fait ta voiture. C'était un vrai plaisir. On rappelle, la piècerie 3D, tu fais des pièces avec Antra, vous faites des pièces en impression 3D. Allez voir leur Insta qui va s'afficher là, allez sur leur site. Et puis voilà, moi je vais peut-être aussi vous confier un petit projet sur la Velsatis. Donc ça pourra être cool. Merci. J'en profite pour adresser un grand merci à Thierry Houzet du site De l'essence dans mes veines qui m'a mis en contact avec la piècerie 3D et qui me permet aujourd'hui de vous filmer cette Insignia OPC. Donc un grand merci à lui. Retrouvez la version écrite de cette vidéo sur le site www.delessencedansmesveines.com. Un grand merci à Steph aussi qui m'a fait mes prises de vue. C'est vraiment un plaisir de collaborer avec toi. Sur Insta il s'affiche là, allez me faire péter les compteurs. La team, c'était une super expérience encore une fois. En fait jusqu'à maintenant j'ai jamais eu de voiture où je vais dire c'est de la merde. Il y en a une qui va arriver qu'on a dans le garage où je dirais que c'est de la merde. En tout cas cette Insignia OPC c'est une super voiture, très bon sleeper. Elle coche comme disait Adrien pas mal de cases pour celui qui veut une voiture discrète, puissante, pratique. Ouais, franchement, et en plus elle consomme pas trop. Donc elle coche pas mal de cases. Si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez la chaîne, allez voir les autres vidéos. Abonnez-vous, vous savez déjà les choses, tout le monde vous le dit. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao!